chaque matin. L'actualité politique en République démocratique du Congo, ce sont les vœux de l'opposant Étienne Tshisekedi, 83 ans, adressés vendredi via la Belgique, où il est en convalescence depuis 1 an et demi. Des vœux aux Congolais. Étienne Tshisekedi, leader de l'UDPS, qui laisse donc entendre qu'il va rentrer bientôt en RDC et qui en a appelé à un dialogue politique sous l'égide de la communauté internationale. Comment ce message a-t-il été perçu à Kinshasa? Qu'en pense la classe politique, pouvoir et opposition? La correspondance de Kamanda Wakamanda Muzembe. Pour le sénateur Sheoki Tundu de la majorité, le camp du président Joseph Kabila est réconforté par la position du président de l'UDPS Étienne Tshisekedi, position qui, selon Sheoki Tundu, rejoint celle de la communauté internationale. Sur le plan international, vous avez entendu l'appel du pape pour la tenue du dialogue. Ensuite, il y a Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui s'est exprimé dans le même sens. Et puis sur le plan interne, cette position de l'UDPS vient après le message clair de la CENCO sur le plan interne en faveur du dialogue. Donc nous estimons qu'il y a une grande convergence à la fois de la communauté internationale et des forces vives du pays pour la tenue du dialogue. L'UNC Vital Kamerhe ne voit aucune convergence entre la démarche de la majorité et celle de l'UDPS. Dans le message du président Étienne Tshisekedi, il sera question d'éviter le chaos de 2011, ce qui est une très bonne chose, mais en même temps, il revendique l'impérium du pouvoir. Peut-être c'est l'occasion pour que les deux présidents se mettent ensemble pour nous créer un environnement propice pour les bonnes élections en 2016. Nous leur souhaitons bonne chance dans leur dialogue. Nous n'allons pas y participer, nous de l'INC, nous de la dynamique et nous du Front citoyen, parce que nous savons que c'est une perte de temps inutile. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Et par ailleurs, hier dans la capitale congolaise s'est tenue la signature de la charte du Front citoyen 2016, la plateforme de l'opposition. Plusieurs leaders politiques étaient là, ceux du G7, ceux du Front républicain et d'autres opposants, ainsi que des militants de la société civile. Le Front citoyen 2016, qui a pour leitmotiv le départ à la fin de l'année du pouvoir de Joseph Kabila, le président, qui arrivera en novembre au bout des 2 mandats auxquels lui donne droit la Constitution. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, déception du gouvernement après la décision de l'ONU de renvoyer le contingent congolais de la mission des Nations Unies en Centrafrique. L'ONU a estimé officiellement que le contingent de près de 900 militaires et policiers congolais n'était pas assez performant. Mais en réalité, cette éviction ressemble plus à une sanction contre les troupes congolaises déployées en Centrafrique. En effet, en plusieurs reprises, elles ont été accusées de commettre des abus sexuels. Kinshasa reconnaît des dérapages, mais tient à relativiser. Les précisions de Poli Mouzalia. Officiellement, c'est pour contre-performance que le retrait du contingent congolais a été décidé. Un porte-parole de l'ONU l'a annoncé vendredi dernier. Il a affirmé que le contingent congolais ne répondait que partiellement aux exigences de l'ONU en matière d'équipement, de recrutement et de préparation au combat. Officiellement pas assez performant donc, mais plusieurs observateurs voient en ce retrait une sanction contre les militaires congolais. Ils ont en effet été cités dans plusieurs cas d'abus sexuels en Centrafrique. Janine Mabunda est représentante spéciale du président Joseph Kabila en matière de violences sexuelles. Elle reconnaît que certains dérapages ont eu lieu et que les responsables allaient être poursuivis, mais elle tient à relativiser. Ce n'est pas une question spécifique aux Congolais. Les Congolais ne sont pas les violeurs en titre du monde. Je pense que partout où il y a des zones de conflit et des missions de maintien de la paix, nous avons observé, la Syrie le montre aujourd'hui, l'Afghanistan hier, ont démontré que ces zones de non-droit amènent des comportements déviants qu'il revient aux gouvernants, aux décideurs nationaux comme internationaux d'adresser en trouvant des solutions idoines, et c'est ce que nous faisons. Il y a quelques jours, le chef de la MINUSCA avait promis des sanctions sévères contre les casques bleus auteurs de violences sexuelles. Cette éviction du contingent congolais semble donc matérialiser cette promesse de fermeté. Ils étaient près de 900 militaires et policiers congolais déployés en Centrafrique. Poli Mouzali à Kinshasa, BBC Afrique. Direction maintenant le Info Gabon. Zapping du mardi.
Direction l'Est de la République démocratique du Congo où la situation sécuritaire qui prévaut au Burundi voisin affecte cette partie de la RDC. Sur le plan sécuritaire donc, les habitants d'Uvira, une ville de l'Est de la RDC à la frontière avec le Burundi, font face à une insécurité nocturne, des jets de grenades et des cambriolages à répétition de certaines habitations ont déjà été enregistrés. Et pour évaluer la situation qui prévaut dans cette localité, eh bien, le gouvernement congolais y a dépêché une délégation composée de députés, sénateurs, ainsi que des chefs religieux. John Kanyunyu, notre correspondant dans la région, nous fait le point depuis Uvira. Ils sont des milliers de Burundais à traverser la frontière congolaise, fuyant les exactions dans leur pays. Ils ont trouvé refuge dans un camp installé dans les territoires d'Uvira. Mais ici, certains de ces réfugiés sont accusés d'être une source d'insécurité. Les habitants d'Uvira, constatant une augmentation de l'insécurité, pointent du doigt les réfugiés burundais, soupçonnés de sortir la nuit pour harceler la population. Les plaintes des habitants d'Uvira, qui avaient pourtant accueilli à bras ouverts leurs voisins burundais, sont devenues courantes. Avant qu'il y ait ces déplacements massifs des Burundais ici dans notre territoire, on ne vivait pas ces drames. Dans un premier temps, on était content de les recevoir parce qu'on vivait avec eux vraiment bien, mais pour ces derniers temps, nous voyons qu'il y a vraiment des perturbations au niveau sécuritaire, il y a des grenades un peu partout. Nous demandons au gouvernement de vraiment identifier à la loupe les réfugiés burundais. Tout en rappelant la guerre de 1994 au Rwanda et dont l'Est de la RDC ne cesse de payer le prix, le député de l'opposition Justin Bitakwira en appelle à la communauté internationale de tout faire pour éviter une énième guerre qui risque de naître dans cette contrée et qui peut embraser toute la région. La communauté internationale doit comprendre que la RDC est un pays très fragile. Ça risque même d'être pire que la Libye et même que la Syrie. Parce que s'il arrive une implosion dans notre pays ici, avec les 9 pays frontaliers, nous avons plus de 85 millions d'habitants, la communauté internationale sera débordée. Donc il est pour nous grand temps qu'on puisse alerter et l'opinion nationale, et l'opinion internationale, la communauté internationale en général, pour que rien n'arrive en République démocratique du Congo. Et pour faire face à l'insécurité dans cette région, l'armée congolaise s'est mise au travail. Des personnes présumées comme étant des rebelles burundais et qui se faisaient passer pour des citoyens congolais ont été arrêtés en possession de fausses cartes d'électeurs. Tous avouent avoir été recrutés au Burundi pour s'attaquer au régime de Pierre Nkurunziza. John Kanyunyu à Uvira pour la Deutsche Welle. Et puis, toujours concernant la RDC, selon l'ONU, près de 9% de la population a besoin d'une assistance humanitaire cette année. Dans un rapport publié par la Coordination des affaires humanitaires, OCHA, une crise humanitaire aux proportions massives a plongé plus de 7 millions de personnes dans le besoin d'assistance humanitaire et de protection en 2016. Et la Coordination des affaires humanitaires prévoit, avec l'appui de ses partenaires, de venir en aide à 6 millions de personnes en RDC cette année. L'OCHA chiffre pour cela un besoin de financement à hauteur de 690 millions de dollars. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo se dit prête à prendre ses responsabilités en matière de lutte contre les violences sexuelles après que l'ONU a décidé de retirer le contingent de casques bleus congolais de la MINUSCA, sa mission en Centrafrique. Les Nations Unies reprochent aux soldats congolais leur manque d'entraînement et d'équipement, mais aussi et surtout relèvent des cas de violences sexuelles et un manque de réaction de la part des autorités qui avaient pourtant été prévenues. Janine Mabunda est représentante du président Kabila pour la lutte contre les violences sexuelles. Elle appelle à ne pas généraliser les critiques à tout le contingent congolais. Il y a un contingent congolais qui est composé de 925 militaires. Il représente environ 10% de la force de la MINUSCA, ce qui est quand même une contribution énorme. La RDC est un pays qui a 9 frontières dans un grand lac qui est pour le moins souvent sujet à certains soubresauts. Et chaque fois que nous l'avons pu, par rapport à notre idéal de paix pour notre pays et pour les grands lacs, nous avons souhaité participer et contribuer. Et c'est pour ce faire que nous avons envoyé ces troupes. À ce que nous savons, en ce qui concerne leur bravoure militaire, elles n'ont pas été mises en cause. Cela étant, nous sommes responsables, nous assumons et nous pouvons démontrer que nous avons pris, depuis la première prise de connaissance de ces faits au mois d'août, les dispositions, les mesures nécessaires dans tous les niveaux des institutions congolaises pour que la question soit adressée.
Janine Mabunda, représentante du président Kabila pour la lutte contre les violences sexuelles, au micro de Sonia Rollet. De nombreux Congolais, près de 9% de la population de RDC a actuellement besoin d'une assistance humanitaire. Ce sont les Nations Unies qui le disent. Ça représente 7,5 millions de personnes. Selon ce document d'OCHA, on compte plus d'1,5 million de déplacés dans l'est de la RDC, la partie du pays la plus frappée par la crise. Mais il y a des besoins ailleurs sur le territoire. OCHA relève un manque de développement dans le pays et indique que la moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'adresse à la nation du président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Étienne Tshisekedi, est au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo. Dans son discours fait depuis Bruxelles à l'occasion de vœux de Nouvel An, le chef du premier parti de l'opposition congolaise réitère son engagement au dialogue pour résoudre les différentes questions qui bloquent le processus électoral et la démocratie dans son pays. Je réaffirme notre détermination à défendre la Constitution et le délai qu'elle prescrit, à régler le contentieux électoral de 2011, à refondre la CENI qui demeure le vecteur principal du dévoiement de notre processus électoral et démocratique. La réconciliation nationale tant attendue et à ce prix. Pour certains opposants, aller au dialogue ouvrirait une porte au glissement permettant au président Joseph Kabila d'aller au-delà de son mandat qui doit prendre fin en décembre 2016. Nous n'avons pas besoin de parler le même langage avec l'IDPS. L'IDPS, c'est un parti politique qui a son président. Mais ceux qui veulent aller se faire des premiers ministres pour maintenir ces gens au pouvoir, nous allons combattre et le pouvoir et l'opposition qui veut s'enrôler auprès des pouvoirs à placer. Dans son adresse, Tshisekedi continue de réclamer l'impérium, faisant ainsi allusion à la victoire, selon lui, qu'on lui a volée en 2011. Une position toute contraire aux attentes de la majorité. Tshisekedi n'a fait que redire ce qu'il a toujours dit. Il veut le dialogue pour réclamer l'impérium qui est d'ailleurs à la fin. Il veut le dialogue pour résoudre le problème de crise de légitimité. Il veut le dialogue, pas convoqué par Joseph Kabila. Si les divergences d'opinion sont réelles au sein de l'opposition, les pro- et anti-dialogues s'accordent cependant sur la nécessité de ne pas voir Kabila se représenter en 2016. Du côté de la majorité au pouvoir, les discours du président de l'UDPS est globalement bien accueilli, alors que les revendications de Tshisekedi sont difficiles à satisfaire, disent les observateurs. Info zapping du mercredi. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, de l'autre côté de la frontière, les autorités ont présenté à la presse 43 personnes présentées comme des rebelles burundais infiltrés. Ces hommes, pour la plupart âgés de moins de 30 ans, ont été arrêtés dans la province du Sud Kivu au cours des 6 derniers mois. Selon l'armée congolaise, les présumés rebelles burundais ont été arrêtés en divers endroits, certains dans un camp de réfugiés, d'autres à l'issue de combats avec les FARDC. Les violences au Burundi inquiètent les autorités congolaises avec l'arrivée toujours plus nombreuses de réfugiés. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'ONU regrette vivement le démantèlement d'un camp de déplacés, celui de Mokoto au nord Kivu, au nord-ouest de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires qualifie cette décision de punition collective et selon l'OCHA, c'est la découverte d'une arme dans une hutte au début du mois qui a motivé la décision des autorités congolaises. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les autorités congolaises ont présenté hier, dans l'est de la RDC, 43 rebelles burundais infiltrés. Ils ont été arrêtés ces derniers mois dans la province du Sud Kivu. D'après l'armée, la plupart de ces personnes font partie d'un groupe d'insurgés opposés au président burundais Pierre Nkurunziza. Dans ce groupe d'hommes capturés, il y aurait également des membres du M23, une ancienne rébellion congolaise. Les détails à Kinshasa avec Poli Mouzalia. Les 43 hommes ont été présentés devant la presse à Uvira, une ville congolaise située à la frontière avec le Burundi. L'annonce a été faite hier par le général de brigade Gustave Bahati, commandant des opérations de l'armée régulière contre les milices opérant dans le sud Kivu. Je confirme la présence des infiltrés parce qu'ils sont ici présents et physiques. Ils détiennent des cartes de lecteurs congolaises qui pouvaient les faciliter à traverser comme des sujets congolais alors que c'était des Burundais. La plupart, c'est des nationalités burundaises. Parmi ces 6 qu'on avait arrêtés, il y avait aussi 3 de leurs qui appartenaient au groupe de Makenga, qui fut le chef de l'M23, et qui sont ici aussi présents. D'après les autorités, les arrestations de ces présumés rebelles ont été faites entre le 24 août et le 11 janvier, mais la société civile assure qu'elle avait déjà tiré la sonnette d'alarme bien avant.
Claude Missaré, président de la société civile locale. Nous avions dénoncé à l'autorité, nous avions fait des recommandations, mais aucune opération n'a été menée pour dissuader toutes ces forces négatives qui entrent par nos frontières. C'est une frontière qui n'est pas sécurisée. Il y a beaucoup de pistes qui n'ont pas d'éléments de sécurité. Jusqu'à ce jour, aucune opération n'a été menée dans ce sens-là. Le Burundi traverse une crise politique depuis la candidature puis la réélection contestée du président Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat. Depuis des années, une rébellion hostile au président burundais se servait de l'Est du Congo comme base arrière. Poli Mouzali à Kinshasa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Une rentrée politique compliquée en République démocratique du Congo. Le débat sur le dialogue national bat son plein. Un dialogue proposé par le président Kabila pour sortir du blocage à quelques mois de la présidentielle. Mais l'opposition, qui le soupçonne de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat, y est globalement hostile. Regardez le reportage à Kinshasa de Thomas Nicolon. Dans tout Kinshasa, le dialogue s'affiche. Il serait dans l'intérêt du pays d'y prendre part. Les Congolais ont tous un avis sur la question. C'est une bonne et précieuse idée, une initiative appréciable pour le peuple congolais qui a besoin de solutions pratiques qui lui viennent de lui-même. Il faut que la classe politique se retrouve, aplanisse leur vie, se fasse au moins confiance pour qu'en novembre, il y ait une alternance crédible et apaisée. Nous ne voulions pas le dialogue là. On voulait que nous, les pays, ça change. Nous, le peuple, les petits peuples, on ne se trouve pas. Quel dialogue là? Du côté de la majorité, on assure que ce dialogue national permettra à chacun de se faire entendre. Le but n'est pas d'imposer des idées, mais de résoudre les problèmes main dans la main. Du choc des idées jaillit la lumière. Nous ne voulons pas que l'opposition rejoigne la majorité. L'opposition restera l'opposition, la majorité restera la majorité et la société civile restera ce qu'elle est. Ce que nous voulons, c'est que chacun vienne avec ses idées et qu'on confronte nos idées afin que finalement on arrive à un compromis. L'opposition, elle, reste divisée. Alors qu'une partie accepte le dialogue sous certaines conditions, beaucoup continuent d'y voir une manœuvre du président destinée à repousser les élections. Le dialogue, c'est une distraction, c'est une diversion. M. Kabila veut gagner du temps. M. Kabila veut dire à tout le monde, ou prendre tout le monde à témoin pour dire que non, on ne peut pas organiser les élections parce qu'on n'a plus de temps. Donc nous disons qu'on n'en a pas besoin. Le dialogue voulu par Joseph Kabila est-il une stratégie pour se maintenir au pouvoir? Faut-il y voir au contraire une réelle volonté d'apaiser les tensions? Il semblerait que seul le président ait la réponse à cette question. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Il est lui aussi globalement hostile au dialogue tel qu'il est proposé par le chef de l'État au Congo. Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, récemment passé dans le camp des opposants, appelle pour la première fois à des primaires pour désigner un candidat unique de l'opposition à la présidentielle. Il appelle également le chef de l'État à quitter le pouvoir comme convenu au terme de son mandat. Écoutez. Il ne doit pas aller au-delà de 2016 parce que nous voulons avoir la première alternance et nous voulons aussi écrire l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous allons aussi demander parfois à la population de faire des marches pacifiques pour demander à ce que nous puissions avoir l'alternance en 2016. Le dialogue, c'est une trahison et c'est une distraction aussi. Ce que je crois le plus important pour nous, nous devons respecter les délais constitutionnels et sortir le plus vite possible un calendrier pour éviter les chaos dans notre pays. Est-ce que vous prenez un candidat unique de l'opposition? Je suis en train de voir toute l'opposition pour avoir un candidat unique. Vous savez, nous sommes en pourparlers. Il y a une stratégie que nous sommes en train de mettre en place pour avoir un candidat unique, peut-être aller aux primaires pour choisir notre candidat. Info zapping du jeudi.
Les Nations Unies parlent ce matin de punitions collectives dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Les autorités congolaises ont décidé de fermer le camp de déplacés de Mokoto par la force. Une arme y a été découverte dans une hutte et les forces de l'ordre ont fait évacuer et ont brûlé le camp. Ses occupants, environ 4000 personnes, sont donc retournés en brousse. Une situation qui inquiète la communauté humanitaire, qui craint que ce genre de mesures ne se répète. Azel Siri est la chef du bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires à Goma. On est inquiète parce que il y a des vulnérables, plus que 4000 vulnérables qui étaient expulsés de ce site où ils ont pris refuge depuis quelques années. On n'a pas eu le temps, comme humanitaire, de trouver les solutions alternatives pour eux. Il y a des autres sites dans la zone, il y a les autres possibilités d'assister les gens de rentrer chez eux si la sécurité est assez forte, mais on n'a pas eu le temps. Et quand on dit qu'ils ont été expulsés par la force, qu'est-ce qui s'est passé? Les déplacés étaient expulsés parce que les autorités ont décidé de brûler le site. Alors, il n'y a pas de choix, ils ne peuvent pas rester, alors ils étaient forcés de quitter la zone du site de déplacement. Quand on parle de trouver des armes, ça veut dire qu'il y avait des armes dans ce camp de Mokoto, dans plusieurs maisons, ou est-ce qu'on est sur des cas isolés de gens qui ont des armes dans ces camps déplacés? Nous avons compris qu'en effet, c'était un seul arme qui était trouvée dans le site de Mokoto. C'était avec 4 ou 5 hommes qui ont utilisé l'arme pour voler des bétails pour utiliser comme nourriture. Ils étaient arrêtés, leur hutte était brûlée et l'arme était confisquée. Alors nous, on était satisfaits que les mesures adéquates étaient prises pour garder la nature, le caractère civil de ce site. La chef du bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires, interrogée par Sonia Rollet, le gouverneur de la province du Nord Kivu estime, lui, que les camps de déplacés posent plusieurs problèmes. D'abord, un problème de sécurité. Et il juge ensuite que, tout en respectant le droit humanitaire, les autorités ne peuvent pas laisser, je cite, une mentalité d'assister se développer, alors que des déplacés pourraient, dit-il, rentrer chez eux. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Et ses voisines, l'Église catholique annule la marche qu'elle projetait pour le 16 février prochain en mémoire des chrétiens tués en 1992. L'Église dit craindre une répercussion politique dans ce contexte préélectoral tendu. Majorité, tout comme opposition, avait annoncé qu'elle descendrait aussi dans la rue le même jour. Les précisions à Kinshasa avec Poli Mouzalia. Cette marche des catholiques était annoncée depuis novembre dernier. Il s'agissait pour l'Église d'honorer la mémoire des victimes de la répression d'une manifestation de chrétiens. Le 16 février 1992, ils étaient en effet des milliers à être descendus dans la rue pour réclamer la démocratisation du pays, une marche réprimée dans le sang par les services de sécurité du président Mobutu. Mais finalement, l'Église se rétracte et annule le rassemblement prévu le mois prochain. Dans un document signé par Monseigneur Nicolas Djomo, président de la conférence des évêques du Congo, l'Église dit craindre une récupération politique dans un contexte préélectoral tendu. Cette initiative a suscité des attentes contrastées et démesurées chez nos compatriotes, explique le prélat dans une lettre envoyée à tous les évêques du pays. En effet, samedi dernier, le Front citoyen 2016, une plateforme politique d'opposition, a annoncé qu'elle participerait massivement à la marche des catholiques. En réponse, le parti présidentiel a, à la même date, appelé à une marche pour la paix dans toutes les villes du Congo. Face au risque d'affrontement entre les deux groupes, l'Église a donc préféré surseoir cette manifestation sur recommandation expresse du Vatican. Poli Mouzali à Kinshasa, BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Est de la République démocratique du Congo, au Nord Kivu, l'armée congolaise fait le bilan de sa lutte contre les FDLR. Alors elle affirme avoir neutralisé plus de 1000 rebelles sur les 1200 recensés en 2015. En décembre, elle aurait pris le contrôle de plusieurs quartiers généraux qui étaient depuis plusieurs années maintenant occupés par les chefs des rebelles Hutus rwandais, notamment dans les territoires de Lubero, Masisi ou encore Walikale. Et pourtant, les hauts gradés du mouvement, les généraux Mudakumura et Birengo, restent toujours introuvables. Le porte-parole de l'opération Sukula 2, qui est l'une des deux opérations chargées d'en finir avec cette rébellion, nous le dit. Il s'appelle Guillaume Njide Kaiko. Il est au micro de Sonia Rollet. Nous avons récupéré plusieurs quartiers généraux de tous ces assaillants, notamment Lusambo, Muzinga dans les territoires de Walikale, Kaunga,
Kinyando ni en territoire des Rutshuru. Je peux vous dire que les opérations vont bon train et que les forces armées de la République démocratique du Congo sont de plus en plus performantes. Mais il faut aussi savoir que les mêmes opérations qui se déroulent ici, il faut savoir que ces mêmes opérations se passent aussi de l'autre côté dans les secteurs opérationnels Sukola 1. Général Mudachumura, le général Victor, le colonel Wilson, ils n'ont pas encore été attrapés. Où est-ce qu'ils sont et est-ce que vous avez retrouvé leurs traces? Écoutez, madame, nous sommes en train de faire notre travail. Ce qu'eux doivent savoir, c'est que partout où ils sont, ils seront traqués. C'est ça ce qui est beaucoup plus important. Actuellement, je crois que ils ont perdu toute capacité de nuisance. Ce qui est de savoir, ils sont où. Nous sommes en train de les traquer, vous en faites pas. Et les FDLR ont toujours démenti avoir subi d'importantes pertes ou même accepté de se battre contre l'armée congolaise. Ils assurent se trouver toujours dans le même triangle, autrement dit, entre les territoires du Rutshuru, de Walikale et de Lubero. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, 4 militaires des forces armées sont morts aujourd'hui après des attaques simultanées des rebelles ougandais ADF contre les positions de l'armée et des forces de la mission onusienne. Cela s'est passé à Opira, à environ 50 km au nord-est de Beni. Eddie Isango a joint sur place le porte-parole de l'opération de l'armée congolaise, le lieutenant Mac Azukai. Nous avions enregistré 7 blessés graves dans nos rangs et du côté de l'ennemi nous avions ramassé 2 corps et comme vous le savez l'ennemi qui est terroriste fait tout après chaque attaque pour ramener les traces. Donc nous avons cette fois-ci au moins identifier 2 cadavres de l'ennemi. Il y a des traces qui montrent que l'ennemi avait subi également des pertes. Mais sinon, dans nos rangs, nous avons effectivement ce matin, nous déplorons le décès de 4 de 7 militaires qui étaient brièvement blessés. Donc le bilan du provisoire est de 2 morts du côté ennemi. Dans nos rangs, nous serions encore ceux qui sont directement blessés. Nous avons déployé des patrouilles pour le ratissage et la suite du terrain. Le lieutenant Mac Azukai, joint dans l'est de la RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Cap sur l'est de la République démocratique du Congo. La commission électorale consulte la société civile et la classe politique du nord et du sud de Kivu. Le secrétaire rapporteur de cette institution est en tournée dans ces 2 provinces pour recueillir les avis des électeurs et membres des partis politiques pour voir comment sauver le processus électoral. De Goma, les précisions de Charlie Kazereka. Et moi, c'est Bado Chama Vaumartin. Nous, ce que nous pouvons lui recommander, c'est de respecter seulement la Constitution, que les gouvernements en place aient la volonté d'organiser et d'accompagner la CENI. Je suis Georgette Chogole-Matone. Je suis du PLD, un parti politique de l'opposition. Nous voulons juste savoir s'il y aura élection cette année ou pas. Merci. C'est dans cette ambiance d'un jeu de questions-réponses que s'est tenu le débat entre CENI, Commission électorale nationale indépendante, et certains cadres de la classe politique, ainsi que ceux de la société civile à Goma. La délégation du bureau de la CENI, venue de Kinshasa, reconnaît les difficultés qui entourent le processus électoral aujourd'hui en RDC, d'y venir recueillir les avis et propositions à la base. Le chef de la délégation, le secrétaire rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, explique ici. Doit-on faire une révision partielle ou totale? Doit-on respecter le calendrier avec ces 11 scrutins dans les temps qui nous restent? Ou allons-nous trouver les moyens financiers et logistiques pour l'exécution de ces calendriers? Et tant d'autres précisions. Pour le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, il serait mieux que la CENI essaie d'analyser et qu'elle soit réaliste, mais aussi tenir compte des nouveaux majeurs qui ont aussi droit au vote. Gilles Hakizimwami, président de l'Assemblée provinciale au Nord Kivu. Que la CENI essaye de s'asseoir, d'examiner qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Par exemple, à la question de la révision du fichier électoral. Tenant compte de l'inclusivité, les nouveaux majeurs doivent être également enrôlés. Que la CENI soit réaliste
réaliste. Et compte tenu de ce calendrier qui n'est plus applicable, nous avons demandé que ce calendrier soit réaménagé et mettre le gouvernement devant sa responsabilité. La question reste du moins à savoir si les propositions et avis donnés dans ces débats seront prises en compte par cette institution d'accompagnement de la démocratie en RDC. Charlie Kasereka, Goma pour VOA Afrique. Info zapping du vendredi. Un extrait proposé par Richard Onanena. Godlove, 153 fonctionnaires révoqués en République démocratique du Congo. Et les motifs varient. Les uns pour avoir présenté de faux diplômes lors de leur embauche, les autres pour détournement de fonds publics. Ces licenciements sont la conséquence d'une enquête ouverte, mais les syndicats dénoncent des révocations arbitraires. BBC Kinshasa, Poli Mouzalia. La décision est venue du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Dans un décret publié mardi, il a mis fin à la carrière de 153 fonctionnaires. Près de 80 d'entre eux travaillaient au ministère des Affaires étrangères, les autres dans des administrations douanières et fiscales. 2 griefs ont été retenus contre les fonctionnaires révoqués. D'une part, la présentation de diplômes contrefaits, de l'autre, des malversations et des détournements de fonds publics. Ces révocations sont le fruit d'une enquête lancée par le gouvernement depuis plusieurs mois pour assainir la fonction publique. Le syndicat indépendant de l'administration publique parle de chasse à la sorcière pour se débarrasser de fonctionnaires gênants. Son porte-parole Rachidi Kayombo estime que la procédure n'a pas été respectée par le gouvernement. Des allégations rejetées par Pascal Issumbicho, ministre de la fonction publique. Il assure que les fonctionnaires destitués ont été entendus par une commission constituée à cette fin et que la procédure a été respectée, et d'ajouter qu'il appartient désormais à la justice de se saisir de ces cas. Poli Mouzali à Kinshasa, BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La proposition faite par l'opposant Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga. En réaction, Félix Tshisekedi, le secrétaire national en charge des relations extérieures de l'UDPS, trouve cette proposition irréaliste car, selon lui, il sera difficile de définir le corps électoral. Félix Tshisekedi. Le problème avec les primaires, c'est de savoir identifier qui sont les membres qui sont habilités à voter, à désigner ce candidat commun. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué. Je crois que ce sera plus compliqué dans la faisabilité que dans l'intention. Mais en tant que premier parti de l'opposition, est-ce que l'UDPS n'a jamais pensé à quelque chose comme ça, l'organisation des primaires afin que l'opposition se désigne un candidat unique? Non, nous n'y avons jamais pensé parce que tout simplement, je crois que c'est un réflexe normal, c'est-à-dire quand on est membre d'un parti politique, on pense d'abord à son candidat, on ne pense pas aux autres partis politiques. Mais maintenant, c'est vrai, dans le cadre d'un rassemblement des forces, on peut évidemment penser à désigner un leader, mais dans les années passées, dans les expériences vécues dans le passé, on n'est pas forcément passé par des primaires. Ici, le primaire, c'est bien de vouloir s'inspirer du modèle français. Mais en France, on sait qu'il y a une administration, on sait répertorier les membres des partis politiques, etc. Donc, ici, la difficulté, moi, je crois, elle sera dans la matérialisation de cela. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, est-ce que tous les partis politiques de l'opposition ont le même poids? C'est assez compliqué dans la matérialisation, c'est ça que je voulais dire. Mais qu'est-ce que vous proposerez à la place pour voir un jour l'opposition faire bloc en vue des élections? Dans la vision de l'UDPS, il n'y a pas du tout inscrit quelque part l'intention de vouloir voir un jour l'opposition se mettre ensemble. Nous, ce que nous cherchons dans notre combat, c'est un état de droit. Et pour y arriver, il faut donner la parole au souverain primaire qui est le peuple. Et c'est pour ça que nous ne nous sommes jamais appesantis sur ce genre de choses, union de l'opposition, etc. Parce que nous nous disons que dans des conditions optimales d'élection, tout le monde peut y trouver satisfaction. C'est d'abord de viser un processus électoral qui soit crédible. À partir de ce moment-là, ceux qui voudront se mettre ensemble se mettront ensemble. Félix Tshisekedi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Les rebelles rwandais des FDLR, les rebelles ougandais des ADF ou encore les combattants Maï-Maï dans l'est de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise ne manque pas de cibles ni d'objectifs et les FARDC affichent aujourd'hui leur satisfaction dans la lutte contre les FDLR, les rebelles hutus rwandais. Elles assurent que sur les 1200 insurgés recensés, plus de 1000 ont été neutralisés l'an passé. Les FARDC qui soulignent que le mois dernier, ces soldats ont réussi à prendre plusieurs des quartiers généraux des rebelles dans les territoires de Lubero, de Rutshuru et de Walikale, des militaires congolais qui toutefois n'arrivent pas à mettre la main sur les dirigeants civils et militaires de la rébellion et notamment sur les généraux Sylvestre Mudakumura et Victor Bingoringo qui restent introuvables. Les précisions, Sonia Rollet. On met toujours en doute notre volonté de combattre les FDLR, qu'on vient de nous reprocher les opérations menées au mois de décembre, dit une source sécuritaire congolaise. Du côté de l'état-major du Nord Kivu, on énumère les noms des quartiers généraux ou places fortes repris ces dernières semaines, comme le Mont Rouchier où Sylvestre Mudachumura vivait, Boléoussa où l'on pouvait croiser le général Biringiro, Roussa-Mambo, Katiro, Lufu, Miriki pour la principale branche des FDLR, Boavinois, Machuta pour les FDLR Roudi, une dissidence. Mais l'armée congolaise est loin d'être la seule à monter à l'assaut des positions des rebelles hutus rwandais. Depuis plusieurs mois, ils sont également sous le feu d'un groupe Maï-Maï, les NDC du commandant Guidon, et plus récemment d'un nouveau groupe, l'Union des Patriotes pour la défense des innocents, au point que dans la capitale provinciale, Goma, on spécule sur les donneurs d'ordre de ces deux groupes. Ce sont les Rwandais qui les financent, disent les uns. Non, ce sont les FARDC qui sous-traitent, disent les autres. Il ne faut pas se fier aux rumeurs, rétorque-t-on du côté de l'armée congolaise. Nous combattons tous les groupes sans distinction. Quant à savoir pourquoi les chefs FDLR n'ont toujours pas été débusqués. On parle de toute la hiérarchie connue alors qu'il n'est censé rester que 150 FDLR tout au plus sur le territoire congolais. Il ne reste plus qu'eux et leurs escortes, assure un officier. Sonia Rollet, Goma, RFI. Le Nord Kivu, où un porte-parole de l'armée reconnaît que 4 militaires ont été tués. Ils sont morts des suites de leurs blessures hier après des attaques des rebelles ougandais des ADF qui ont visé des positions de l'armée et des casques bleus. L'armée congolaise qui mène donc en ce moment des opérations justement contre ce groupe rebelle ougandais dans l'est de la RDC. La République démocratique du Congo, où cela fait 10 mois maintenant qu'Yves Makwambala et Fred Baoma sont emprisonnés. Ces deux militants de la société civile poursuivis par la justice congolaise pour atteinte à la sûreté de l'État. Ils avaient en fait pris part à une conférence commune avec les mouvements citoyens sénégalais Y en a marre et burkinabé le Balai citoyen. Il y a quelques semaines, les Nations Unies avaient demandé leur libération, faute de preuves, sachant que les autres participants à la rencontre du mois de mars qui avaient été arrêtés, eux, ont déjà été relâchés. Et à l'occasion de ces 10 mois de détention, Ghislain Mouiwa, un autre militant de la Lucha, comme Fred Baoma, estime que le combat continue et qu'il doit continuer. Nous sommes très indignés par cette arrestation parce que pour nous, c'est une arrestation injuste. Et puis, ça fait 10 mois, il est détenu, il n'y a aucun jugement. Nous disons que c'est toujours dans un pays comme le nôtre où cela peut se faire. Et pour nous, c'est vraiment anormal. Mais c'est encore une fois une raison de s'indigner davantage et de demander à tous les jeunes, à tout le peuple congolais que nous avons la grande raison et la grande responsabilité de militer pour que ça change. Parce que si vous voyez des situations comme ça, quelqu'un qui participait à une conférence simplement qui parlait sur la démocratie, on vient au t'arrête, on te détient pendant 10 mois, et la situation continue et personne n'en parle. Et pour nous, c'est vraiment anormal et nous dénonçons tout ça. Mais nous pensons peut-être que c'est par notre lutte que cela peut changer. Et tout ce que les autorités peuvent continuer à dire sur notre mouvement, nous considérons que c'est juste des accusations gratuites qui ne sont pas fondées parce que nous savons très bien que la lucha, elle est légale. Elle est aussi légitime parce que c'est un mouvement des jeunes, des citoyens congolais qui sont en train d'œuvrer pour que des choses puissent changer dans notre contexte. Ghislain Mouiwa, un militant de la Lucha en République démocratique du Congo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Direction la République démocratique du Congo, le 17 janvier, cela fera 55 ans que Patrice Emery Lumumba a été assassiné. Il était le premier ministre de la République démocratique du Congo, le Congo indépendant, l'actuel RDC, de juin à septembre 1960. Constance Francotte. Exactement, et Ludo De Witt est un sociologue et il est l'auteur aussi d'un livre sorti en 2000, un livre intitulé L'assassinat de Lumumba. Il revient au micro de la Deutsche Welle sur ce personnage emblématique de l'indépendance du Congo avec Frédéric Müller-Young et Juliette Gramalia. Lumumba, c'était un nationaliste radical dans le sens qu'il voulait une indépendance pour le Congo qui était concrète, qui était réelle et qui était complète. Il faut pas oublier que au moment de l'indépendance, le Congo et l'économie du Congo étaient complètement aux mains des grandes sociétés coloniales, essentiellement belges. Donc il voulait une décolonisation complète. Patrice Lumumba s'est battu pour que l'administration et l'armée ne soient plus contrôlées par la Belgique. Après l'accession au pouvoir de Mobutu en septembre 1960, il est emprisonné en décembre. Il est transféré dans la région sécessionniste du Katanga, dont l'armée était encore contrôlée par les Belges, où il est exécuté le 17 janvier 1961. Les circonstances exactes de sa mort n'ont pas été élucidées et son corps n'a jamais été retrouvé. En 2002, la Belgique a reconnu sa responsabilité morale dans cet assassinat et présenté ses excuses, mais pour Ludo De Witt, ce n'est pas suffisant. Il regrette par exemple que le fonds Lumumba proposé par la Belgique et qui devait promouvoir la démocratie au Congo n'ait toujours pas été mis en place. Pourtant, le symbole de Lumumba pourrait jouer un rôle à l'avenir. Pour l'instant, la dépolitisation au Congo est extrêmement faible. Lumumba est bien connu dans des milieux intellectuels, mais la masse de la population essaie de survivre. Mais je crois que dès qu'il y aura une politisation, l'exemple de Lumumba et son nationalisme va être repéré par les politiciens. Des enfants de Patrice Lumumba ont déposé une plainte en 2011 devant la justice belge contre d'anciens responsables belges de l'époque coloniale. Leur plainte a été jugée recevable, mais les divergences entre les héritiers, la Belgique et les autorités congolaises ont provoqué de multiples reports de ce procès. Toujours concernant la République démocratique du Congo, la plateforme G7 composée des partis de l'opposition demande à la Commission électorale nationale indépendante de cesser de se mêler des débats politiques et de ne plus se soumettre aux injonctions de la majorité présidentielle pour se consacrer exclusivement à son travail technique. Ouais, cette demande a été formulée dans une déclaration politique rendue publique hier à Kinshasa. Le G7 qui dit croire fermement qu'il est possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels en RDC. Il demande au bureau de la CENI de convoquer dans les plus brefs délais la tripartite majorité-opposition CENI afin d'aplanir les divergences qui existent sur certains aspects du processus électoral. Par ailleurs, dans l'est de la République démocratique du Congo, 9 personnes ont été blessées par balle hier à la suite d'une fusillade attribuée aux forces armées de la RDC. Elles auraient tiré sur les civils dans un comptoir de minerais au centre de la cité de Rubaya, une localité située à environ 60 km à l'ouest de Goma, dans le nord Kivu. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, la commission électorale consulte la société civile et la classe politique du nord et du sud Kivu. Le secrétaire rapporteur de cette institution est en tournée dans ces deux provinces pour recueillir les avis des électeurs et membres des partis politiques pour voir comment sauver le processus électoral de Goma. Les précisions de Charlie Kassereka. Et moi, c'est Bado Chama Martin. Nous, ce que nous pouvons lui recommander, c'est de respecter seulement la Constitution, que les gouvernements en place aient la volonté d'organiser et d'accompagner la CENI. Je suis Georgette Chogole-Matone. Je suis du PLD, un parti politique de l'opposition. Nous voulons juste savoir s'il y aura élection cette année ou pas. C'est dans cette ambiance d'un jeu de questions-réponses que s'est tenu le débat entre CENI, Commission électorale nationale indépendante, et certains cadres de la classe politique, ainsi que ceux de la société civile à Goma. La délégation du bureau de la CENI, venue de Kinshasa, reconnaît les difficultés qui entourent le processus électoral aujourd'hui en RDC, d'y venir recueillir les avis et propositions à la base. Le chef de la délégation, le secrétaire rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, explique ici
RDC. Doit-on faire une révision partielle ou totale? Doit-on respecter les calendriers avec ces 11 scrutins dans les temps qui nous restent? Ou allons-nous trouver les moyens financiers et logistiques pour l'exécution de ces calendriers et tant d'autres précisions? Pour les présidents de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, il serait mieux que la CENI essaie d'analyser et qu'elle soit réaliste, mais aussi tenir compte des nouveaux majeurs qui ont aussi droit au vote. Gilles Hakizimwami, président de l'Assemblée provinciale au Nord Kivu. Que la CENI essaye de s'asseoir, d'examiner qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Par exemple, à la question de la révision du fichier électoral, tenant compte de l'inclusivité, les nouveaux majeurs doivent être également enrôlés. Que la CENI soit réaliste. Compte tenu de ce calendrier qui n'est plus applicable, nous avons demandé que ce calendrier soit réaménagé et mettre le gouvernement devant sa responsabilité. La question reste du moins à savoir si les propositions et avis donnés dans ces débats seront prises en compte par cette institution d'accompagnement de la démocratie en RDC. Charlie Kasereka, Goma pour VOA Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le secrétaire général de l'UDPS se qualifie d'un coup d'épée dans l'eau. La plainte de 25 frondeurs de son parti contre Étienne Tshisekedi devant la justice belge à Bruxelles au cours d'une conférence de presse qu'il a animée hier jeudi au siège du dit parti à Limete ici à Kinshasa. Bruno Mavungu a fait savoir que les accusations portées contre le président de son parti sont infondées. L'UDPS, a-t-il affirmé, existe pour conquérir le pouvoir et cet objectif n'a pas été supprimé de ses statuts. Bruno Mavungu l'a dit à Jeff Ngoy. Les 25 ne sont pas membres du parti, malheureusement. Donc, je crois qu'ils ne peuvent pas, tout en étant dehors, se soucier du fonctionnement du parti. Du point de vue de la qualité, ils n'ont pas cette qualité. Et maintenant, du point de vue de la compétence, je crois que c'est un problème d'un parti politique dont le siège est à Kinshasa. Je ne vois pas comment un juge belge d'une juridiction belge serait-il compétent pour traiter de cette matière. Mais les faits qui sont portés à la charge de votre président, quand on parle de la suppression de l'article 10 des statuts de votre parti, la conquête du pouvoir et sa conservation démocratique, selon les accusateurs. Mais vous pensez que tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour la conquête du pouvoir? Donc quelqu'un va vous dire non, à l'UDPS, on ne cherche pas le pouvoir. Alors nous cherchons quoi? C'est vraiment, je ne sais pas quelle imagination c'est.